Nous revenons à la présentation de l'ouvrage de Jean-Philippe Omotunde Kalala Neosire, l'origine négro-africaine du savoir grec. C'est un ouvrage important qui déconstruit ce que les historiens européens ont appelé le miracle grec. Il dit qu'il n'y a pas de miracle grec, non. Voilà. Ceux que vous prétendez avoir créé le miracle grec, avoir fait le miracle grec, là, ils sont venus étudier en Égypte antique. Et il le fait avec des arguments si solides. Oh, Motunde Kalala, Neosire, que ton cas soit vivifié et que ton esprit éternel soit vivifié, que ton âme soit illuminée. Alors il écrit ceci, dans son traité sur Isis et Osiris, les deux principales divinités égyptiennes, c'est les deux principales. Bon, il y en a beaucoup, et puis bon, il n'y avait pas plusieurs divinités. Hein, l'unique divinité, c'est Néké avec des variantes. En fait, Isis, c'est la femme parfaite et divinisée. Osiris, c'est l'homme parfait divinisé. C'est ce qu'il faut comprendre. L'écrivain grec Plutarque, 50 à 125 après Jésus-Christ, qui lui aussi fit un voyage en Égypte, s'est attaché à prouver que les savants grecs ont bien été formés par les prêtres nègres égyptiens et que ceux-ci, de retour dans leur pays, ont cherché à imiter l'attitude de leurs professeurs. Il prend à témoin les sages de la Grèce, ce qui est tout à fait explicite. Voilà. C'est ce qu'attestent unanimement les plus sages d'entre les Grecs, Solon, Thalès, Platon, Eudoxe, Pythagore. Pythagore, lui, en fait, il est cananéen. Et suivant quelques-uns, Lycurgue lui-même, qui voyagèrent en Égypte et conférèrent avec les prêtres du pays. On dit que Eudoxe fut instruit par Confucius de Memphis, Solon par Sonkis de Saïs, Pythagore par Eunuphis de l'Héliopolitain. Pythagore, surtout plein d'admiration pour ses prêtres à qui il avait inspiré le même sentiment, imita leur langage énigmatique et mystérieux et enveloppa ses dogmes du voile de l'allégorie. La plupart de ces préceptes ne diffèrent point de ce qu'on appelle en Égypte des hiéroglyphes. Tels sont ceux-ci. Ne mangez pas dans un char. Ne vous essuyez pas sur le boisseau. Ne plantez point de palmiers. Ne remuez pas le feu avec l'épée dans votre maison. Je crois aussi que les pythagoriciens, en assignant à quelques-uns de leurs dieux, entre guillemets, des membres particuliers, à Apollon, la monade, à Diane, la diade, à Minerve, le septénaire et à Neptune, le premier cube, ont voulu imiter ce qui se pratique ou ce qui est représenté dans les temples d'Égypte. Faisant une démonstration sur les réflexions spirituelles de Platon, Plutarque prouve que ce dernier a effectivement suivi l'enseignement des prêtres égyptiens. On a vu même appeler de Mador, au moment de la domination de l'Empire romain, il a parlé des mystères d'Isis. Il a parlé des mystères d'Isis. Voilà. Donc, même encore à l'époque romaine, les gens venaient en Égypte pour acquérir ces mystères-là d'Isis. Et ça a fini par la Vierge Noire en Europe. On vénère la Vierge Noire officiellement, même dans l'Église catholique, on vénère la Vierge Noire. On sait que le Saint-Pape Jean-Paul II, il avait une grande dévotion pour la Vierge Noire, tout comme tous ses compatriotes polonais d'ailleurs. Voilà, donc c'est ça le fait. Le célèbre mathématicien grec Aristote insista, lui, sur les sources africaines des mathématiques modernes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sous la plume d'Aristote, cette affirmation est importante car elle écarte définitivement toute idée
d'empirisme vis-à-vis des sciences égyptiennes. Si c'était le cas, Aristote n'aurait pas oublié de le mentionner et voire de se glorifier d'avoir autorisé des inventions égyptiennes. Dans son ouvrage de Timée, Platon aborde le voyage de Solon en Égypte et son séjour auprès des prêtres de Saïs en ces termes. Solon disait que les gens de Saïs l'avaient fort bien reçu et qu'en interrogeant sur les antiquités les prêtres les plus savants en ses recherches, il avait constaté que nul parmi les Grecs et lui, le tout premier, ne savait un trait mot de ces questions. Voilà. Peu après, les prêtres invitèrent Solon à découvrir leurs archives historiques, y compris sur la Grèce même. Selon la tradition, il aurait apporté à la Grèce des lois de la cité naturellement empruntées à l'Égypte. Hérodote cite pour les derniers indices dans son livre 2, un des emprunts de Solon à l'Égypte. Voilà qui est clair. Donc en fait, l'université, le lieu du savoir, c'était l'Égypte antique. Dans l'Antiquité, c'était ça. C'était l'Égypte antique. Voilà. Voici encore une loi que l'Égypte doit à Amasis. Chaque année, tout Égyptien doit déclarer au monarque ses moyens d'existence. Selon l'Athénée, a pris cette mesure à l'Égypte et l'a imposée à ses concitoyens. Elle est toujours en vigueur chez eux car elle est excellente. Cette déclaration vient confirmer les dires de Flavius Joseph, lui il a vécu à l'époque romaine, exposé plus haut à propos de son ouvrage Contre Appion. En effet, il avait affirmé que les Grecs n'avaient aucune tradition relative à la tenue d'archives ou d'annales historiques. Mais n'ignorant pas l'influence de l'Égypte sur la Grèce, il ajoute dans le même ouvrage, on va entendre ce que Flavius Joseph dit, c'est lui qui a écrit La guerre des Juifs d'ailleurs. Pérécide de Syros, Pythagore et Thalès furent, tout le monde s'accorde là-dessus, les disciples des Égyptiens et des Chaldéens avant de composer leurs courts ouvrages. Donc voilà qui est clair, les origines égyptiennes du savoir grec. En éditant le papyrus de Moscou, le professeur Struve a pris conscience de l'avancée scientifique considérable de l'Égypte par rapport à la Grèce. Voilà qui est net. Nous voyons maintenant les déclarations d'Hérodote, le père de l'histoire. D'Hérodote, pardon, le père de l'histoire. Bon, moi, je pensais que c'était Thucydide. Bon, on verra bien. Elles sont si nombreuses que je ne peux qu'en extraire quelques-unes. Une chose est certaine cependant, c'est qu'à aucun moment, le père de l'histoire ne va s'écarter de sa ligne directrice qui veut que la Grèce doive tout à l'Égypte, ses arts, ses sciences, sa littérature, sa philosophie et sa spiritualité. Sur les choses humaines, les prêtres furent d'accord pour dire que les Égyptiens avaient les premiers découvert le cycle de l'année et réparti sur 12 mois le cours des saisons. Ceci disent-ils en se réglant sur les astres. Il s'agit ici de l'invention du calendrier qui est celui que nous utilisons encore aujourd'hui. Les premiers, disent-ils encore, ils ont adopté 12 noms caractéristiques pour leur dieu et que les Grecs leur auraient emprunté. Je vais vous parler longuement de l'Égypte car nul autre pays ne contient autant de merveilles. La médecine est chez eux divisée en spécialités. Chaque médecin soigne une maladie et une seule. Aussi, le pays est-il plein de médecins spécialistes des yeux, de la tête, des dents, du ventre. Ils ont 2 sortes d'écriture, appelées l'une sacrée, l'autre populaire. Voilà. Donc, vous voyez, en Afrique, c'est comme ça. Il y avait des gens qui étaient spécialisés pour soigner les os brisés, c'est comme ça. On a vu, par exemple, beaucoup de Peuls se spécialiser
en ophtalmologie, hein, pour soigner les yeux. Il y a des plantes pour soigner les maladies des yeux. C'est comme ça en Afrique, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'était ça. Alors ici, tu as un passage. Hein. Ici, tu as un passage. Hein. En fait, la Grèce a reçu de l'Égypte presque tous les noms de ses divinités. Oui, mais parce que il faisait des pendants grecs. C'était comme ça. Hein, c'était comme ça. Hein. Voilà. En fait, je peux dire l'attribut divin chose égyptien, il donne un autre nom en grec, ce qui fait que ça crée une confusion d'ailleurs. Ce passage est important car on y découvre que les Grecs ont divinisé des nègres. En effet, Osiris, Isis, Thoth, Horus sont des divinités négro-africaines. Par exemple, Kem, Wer, c'est-à-dire le grand nègre, tel est le nom d'Osiris dans le texte des pyramides. Ce fait fut aussi noté par Plutarque dans son traité d'Isis et d'Osiris. Le nom égyptien d'Isis est la femme noire et toutes les autres divinités ont Kem, noir, pour déterminatif. Lorsque les Romains transformeront les dieux grecs en dieux romains, exemple, Amon en Égypte est devenu Zeus en Grèce, puis Jupiter à Rome. C'est en fait les dieux africains qui seront adulés en Europe, mais de tout temps, les initiés n'oublieront pas qu'à l'origine, ces dieux étaient noirs. Ainsi, la correspondance des dieux nègres avec les dieux d'Hélène, c'est-à-dire de Grèce, s'établit de la sorte. Fait confirmé par Hérodote et Diodore de Sicile. Je crois que c'est Diodore de Sicile, si je ne me trompe pas. Par exemple, les dieux grecs, les dieux égyptiens. Amon, l'Égyptien, est devenu Zeus, le grec. Plus tard, l'Égyptien est devenu Héphaïstos, le grec. Osiris est devenu Dionysos. Isis est devenu Déméter chez les Grecs. Horus est devenu Apollon chez les Grecs. Seth est devenu Typhon chez les Grecs. Net est devenu Athéna chez les Grecs. Thoth, en Afrique égyptienne, est devenu Hermès. Bastet est devenu Artémis. Hathor est devenu Aphrodite. Et Uto est devenu Leto. Voilà, cette correspondance parfaite va frapper l'esprit d'un savant grec, Hérodote, qui va partir en quête de l'origine de ces emprunts. Sa logique va naturellement l'amener à s'interroger sur les sources des poètes grecs qui leur ont révélé l'existence de ces dieux et construit le système de corrélation. Mais ils n'ont pas très bien compris. Et ils en ont fait plusieurs divinités, différentes divinités, alors que en Égypte antique, ce sont des attributs. Le seul créateur, le seul Dieu, c'est Nétier. Voilà. Ils n'ont pas compris. Comme toujours, ils sont passés à côté. Il en déduit qu'ils ont forcément puisé dans la tradition spirituelle égyptienne pour échafauder leurs tests. Voilà, donc c'est ça. Il prend conscience de l'origine égyptienne des divinités grecques en écoutant un récit sur Hélène émanant d'un prêtre égyptien. Il me semble d'ailleurs qu'Homère a connu ce récit, mais il lui convenait moins pour son poème que l'autre qu'il a utilisé. Aussi l'a-t-il rejeté, non sans indiquer qu'il en avait également connaissance. La chose est claire dans le passage de l'Iliade où il parle des courses errantes d'Alexandre et signale qu'entre autres aventures, il dut avec Hélène aborder à Sidon en Phénicie. Il y fait allusion dans les exploits de Diomède. Il y fait encore allusion dans l'Odyssée au vers suivant. Pour prouver les attitudes de son analyse, Hérodote n'hésite pas à citer le passage de l'Odyssée, prouvant la source d'inspiration égyptienne d'Homère. C'est ça. Il poursuit en citant les reliques de Ménélas à Télémaque. C'était dans l'Égyptos d'où je voulais entrer. Les dieux m'y retenaient pour n'avoir pas rempli le vœu d'une hécatombe. Diodore de Sicile, ce que je disais,
abondent dans le sens d'Hérodote en apportant de nouveaux éléments. Voilà. Voilà. Les Égyptiens s'opposent à l'introduction de chez eux de coutumes grecques et d'ailleurs des coutumes de tous les autres peuples en général. Ils ont tous sur le point la même attitude, évidemment. Par exemple, celui de sodomiser les jeunes pour leur donner le droit à la parole à Athènes. Voilà. Nos ancêtres n'acceptent pas des choses comme ça. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là, mais vous voyez la force des arguments de Motunde Kalala Nusire. Il utilise même les textes des Grecs anciens pour prouver ce qu'il dit. Que le savoir grec, là, ce n'est pas un miracle. Ils sont venus étudier en Égypte antique. C'est aussi simple que cela.